Alice Garabédian, vous êtes diplômée de lettres modernes et docteur en philosophie politique. Vous travaillez à une reconceptualisation de l'utopie politique au sein de la science-fiction contemporaine. Vos recherches sont polymorphes et tissent des liens avec des artistes, des chercheuses et des chercheurs, des auteurs et des autrices militants et militantes. Votre livre « Utopie radicale, par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines » est sorti en mars 2022. Vous serez accompagné par la comédienne Sandre Delors, dont la démarche transversale s'appuie sur les pratiques des arts plastiques et du spectacle vivant. Elle lira des passages d'Utopie radicale pour accompagner votre propos. C'est à vous. Merci beaucoup Pauline, merci tout le monde, merci Luc pour l'invitation. Le début de mon texte est assez semblable au tien et je pense que ça dit quelque chose de l'état dans lequel nous sommes, mais je me lance. Sentez-vous l'angoisse monter? Vous sentez-vous assailli, désespéré, affligé par l'état du monde actuel? Vous sentez-vous démuni, désœuvré, devant l'obscurité croissante de notre avenir proche, si bien que vous ne savez plus que faire, ni comment, ni pourquoi? Continuez-vous malgré tout à avancer sur ces tristes chemins du quotidien, de l'inéluctable, du « c'est comme ça et on n'y peut rien », écouteurs vissés aux oreilles pour faire taire un peu la rumeur d'un monde agonisant, lunettes noires sur le nez pour se défendre des assauts tantôt absurdes, tantôt tragiques de nos sociétés aliénées? Avez-vous parfois cette envie qui vous prend aux tripes de creuser un trou, d'y couler quelques litres de béton, d'y entasser quelques vivres et de vous enfermer dans ce bunker, en maudissant le monde extérieur qui se déchire et en attendant des jours meilleurs ou, plus certainement, la lumière au bout du tunnel qui viendra enfin vous tirer de cette solitude? Mais avant de vous munir d'une bétonnière, de conserves non périmables au goût fadasse, de quelques objets contendants, voire qui tirent des projectiles, juste au cas où, peut-être pourrions-nous, ensemble, tenter dans un premier temps de réenchanter nos imaginaires et, tant qu'à faire, que ceux-ci puissent avoir des effets positifs sur ce qu'on juge bon d'appeler le réel. Ceci n'est pas un prospectus de groupe de soutien pour humains atterrés anonymes, ni une publicité pour une pilule magique, et encore moins pour une opération révolutionnaire de manipulation de votre cerveau, où il suffirait de retrancher ici telle zone de matière grise un peu trop critique, et ajouter là quelques gouttes d'édulcorant qui vous feront à nouveau voir la vie en rose. Non, rien de tout cela. Ceci est une invitation hospitalière et expérimentale, une invitation au voyage. Donc bienvenue à bord. Si vous êtes ici, c'est que vous ne craignez pas l'attraction des étoiles et qu'un petit tour aux confins de la galaxie, à bord d'une machine rutilante, vous semble à propos en ces temps de discorde et de catastrophe. Non pas pour fuir, mais pour nous convaincre qu'il y a des alternatives et que le destin de ce monde-ci n'est pas écrit, qu'il suffit de regarder ailleurs, de regarder depuis l'ailleurs, pour comprendre l'infinie richesse de nos devenirs. L'expédition devrait être néanmoins mouvementée, car il ne s'agit pas ici de faire preuve de retenue ou de timidité. Non, il s'agit de prendre des risques. Et dans la foulée, espérer que l'entreprise soit excentrique, lumineuse, agréable, pleine de panache et pourtant très sérieuse. Car comme l'écrivait un utopiste du XIXe siècle, Charles Fourier, qui, lui, n'était pas du tout timoré, je le cite, « Tel a été le modeste germe de la plus brillante des découvertes », il parle de son livre, Ainsi, le plus grand fleuve n'est souvent à sa source qu'une humble fontaine, et l'avalanche qui écrase des villages n'est à sa naissance qu'un léger flocon de neige. Voyageons donc légers et légères comme un flocon de neige. Cette invitation n'est pas une promesse, mais une tentation. Essayer, chercher, entreprendre, charmer et se faire charmer, exciter, hasarder, s'aventurer, expérimenter. L'auteur de science-fiction Philippe Cadic disait « If you find this world bad, you should see some of the others ». Si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres. Alors, lorsqu'il intitule ainsi sa conférence, qu'il donne le 24 septembre 1977 à Metz, lors de l'un des premiers festivals internationaux français de science-fiction, souhaite-t-il inviter son public, insatisfait des vicissitudes du réel, à expérimenter des mondes imaginaires potentiellement meilleurs que celui donné connu? Ou au contraire, est-ce une mise en garde? Ce monde-ci est peut-être mauvais, imparfait, violent, mais il n'en existe pas de meilleur. Allez donc voir ailleurs, vous verrez que nous ne sommes finalement pas si mal lotis. Est-ce un aveu nihiliste? Philippe Cadic introduit ainsi sa passion pour les mondes parallèles qui traversent son œuvre. Il n'émet pas une hypothèse. Il affirme que ces autres mondes existent. Il nous les présente comme étant déjà là et non irréels. Il nous offre une possibilité. Il y a toute une pluralité de mondes, à nous de choisir lesquels mettre en comparaison d'une autre. Some of the others.
Il met en lumière la tension qui caractérise le rapport ambivalent de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire au réel, à la fois espoir et crainte. Ces mondes que l'imaginaire produit ne peuvent se saisir et se comprendre qu'à partir d'une expérience de celui-ci. Ils n'en sont pas détachés, ils sont en perpétuel conflit avec lui. C'est une histoire d'aller-retour constant. On part toujours de quelque part pour aller quelque part. Et meilleur ou pire, telle est la ligne sur laquelle se promènent les mondes inventés, les galaxies fictives, les univers imaginaires. Se tient au cœur de l'expérimentation des autres mondes, de cette capacité à envisager une réalité plus large, cette double problématique. La possibilité de tenir ensemble le nowhere et le now here, le nulle part de la fiction et l'ici et maintenant du réel. Non seulement l'autre, inhabituel et nouveau, mais aussi le différent, meilleur ou pire. Et n'est-ce pas là le propos central de la science-fiction, et avec elle, de l'utopie. Elles sont simultanément critique et création, surgissement de quelque chose d'inédit et dévoilement de pans cachés de la réalité. Donc, un premier extrait de l'ouvrage d'Alice. Comment faire pour que les choses impossibles, improbables, surtout les meilleures, adviennent? Il faut se risquer à les imaginer, particulièrement si elles sont impossibles. Pour redonner toute sa puissance de frappe à l'utopie, et celle-ci est plus vigoureuse que 50 ogives à laser neuro-subatomique, nous devons interroger son rapport au réel et à l'histoire. L'utopie, bien plus qu'une île, est un océan, et nous devons nous y plonger entièrement, vaillamment, et nous laisser porter sur cet espace lisse. Car l'utopie n'est pas une destinée, un point au bout de la phrase, une fin à réaliser, un espace strié et codifié, normé et normalisant. À l'extrémité des désastres actuels et à venir répond l'extrémité de l'utopie. Cette extrémité, je la qualifie d'utopie radicale. Et en premier lieu, on la trouve dans la fiction. Voilà précisément la molécule H2O de cet océan, la fiction. Alors, il pourrait sembler bien naïf, douteux, voire illogique, de vouloir opposer à la virulence des désastres actuels quelque chose d'aussi futile et superficiel que la fiction ou l'imaginaire. Encore plus, il pourrait sembler même dangereux que cette fiction mette en lumière des récits irréalistes, illusoires et quasi inconnus, tels que La vie bonne, où l'on imagine déjà d'aimables créatures innocentes courant gaiement dans les prés, ne connaissant aucun des maux qui accablent présentement notre planète. Qu'est-ce que ces créatures pourraient bien nous dire de notre présent, de notre avenir? Quelle force pourrait-elle bien opposer face à l'ultralibéralisme, au totalitarisme, à la montée des eaux, au racisme, au sexisme, à l'homophobie, à la famine et aux pandémies, à l'autoritarisme et à la déforestation, à la colonisation et aux extinctions des espèces, aux injustices, aux massacres et génocides, à la surveillance généralisée et à la disparition sournoise de nos libertés? Que pourraient ces créatures utopiques face à la violence des dystopies qui sont bien moins fictives que réelles? Puisque justement la dystopie a quitté la fiction pour venir se fondre dans la réalité comme un horrible blob gluant et visqueux, si bien qu'il est dorénavant difficile de les distinguer pour espérer transformer un peu notre monde agonisant. Ce n'est pas de l'utopie réelle, ni de l'utopie concrète, ni de l'utopie réaliste, ni de l'utopie réalisable qu'il convient de mobiliser. Ou, modérant mes propos, ce n'est pas seulement ces utopies-là qui pourront répondre aux désastres et à la barbarie qui viennent. On ne détruit pas la maison d'un maître avec les outils du maître, écrit Audre Lorde. Pourquoi se satisfaire de vivre dans les ruines du capitalisme quand la science-fiction nous permet de créer des mondes? De la même façon, c'est précisément cette question de la réalisation qui est problématique. Il faut sortir, et de façon urgente, de ce champ barricadé et cerclé de fils barbelés. Il faut choisir d'autres armes. Et puisque la dystopie a colonisé la réalité en plantant son drapeau dessus, ou pour le dire autrement,
puisque la réalité s'est empressée de fusionner avec les fictions du pire, il nous faut faire un pas de côté et revendiquer la puissance subversive de la fiction pour non seulement réenchanter nos lendemains, ouvrir les portes de nos pensées de l'alternative de gauche, mais aussi pour repolitiser notre attention à un possible monde commun. Voici donc un petit bout de l'histoire de l'utopie. Nous avons face à nous une créature bien étrange qui nous regarde de biais, mais ses yeux sont perçants et brillent sous ses sourcils buissonnants. Le sourire en coin n'a pas quitté son visage depuis 5 siècles. On peut lire sur ses lèvres l'ironie et le jeu. Elle est inquiétante, c'est certain. Pourtant rayonnante, elle nous entoure d'une chaleur réconfortante, celle de la force de l'espoir, qui n'a rien à voir avec la croyance, mais qui est bien plutôt le moteur de l'agir. Extralucide, elle l'est, mais pas prophète. Elle est magique parce qu'extraordinaire et excentrique, tout en étant paradoxalement logique et rationnelle. Elle l'est depuis le début. Elle n'est pas ermite. Elle aime se sentir vissée aux tripes par tout ce qui l'entoure, humain et non humain. Elle se soucie du monde. Elle veut du commun et a un appétit immense. Cette créature, c'est l'utopie. Protéiforme et métamorphe, elle est traversée par le dissensus et le conflit. Elle est politique et non conformiste. Ses rides sont les marques de son histoire riche en rebondissements et aventures superbes, mais aussi des attaques qu'elle a subies. On peut dire d'elle qu'elle a beaucoup vécu. Elle aime réapparaître quand nous sommes au cœur de la catastrophe. Elle est non-lieu et bon-lieu. Étymologiquement, utopie et utopie, simultanément. Il existe quelque part une société meilleure, plus juste, plus égalitaire, parfait contrepoint à notre société contemporaine. Voilà en substance ce que nous dit Thomas More, génie inventeur de cette bestiole intrigante. Pourquoi faire le détour par d'autres mondes pour au final espérer changer ne serait-ce qu'infiniment celui-ci? N'est-ce pas une fuite hors du réel, un geste enfantin, l'aveu d'une impuissance, d'une résignation et d'un abandon? Sans plus de suspense, nous répondons non. Qu'est-ce qui est irresponsable? Se résigner devant le devenir barbare hautement probable de notre monde, ou bien continuer à imaginer des histoires de victoire pour demain, aussi improbables soient-elles? Il ne s'agit pas ici de se préparer au sens où l'on confondrait la probabilité de catastrophe à venir avec la prédiction du futur, mais au sens de cultiver un sens du possible et de résister à l'idée que les dés sont jetés, malgré les désastres annoncés. Pourquoi et comment penser l'utopie aujourd'hui est la question animant cet essai intitulé « Utopie radicale ». Et il est tout à la fois invitation et guide de visite. Pourquoi guide de visite et non mode d'emploi? Parce qu'il s'agit ici de dénouer l'utopie de tout un tas de conceptions et idées reçues qui l'emprisonnent et la réduisent. Rêves, chimères, illusions, annonces du totalitarisme, progrès, programmes, planification. L'utopie n'aurait de valeur politique uniquement dans la perspective de sa possible réalisation, de sa probabilité, de sa faisabilité. Bref, l'utopie serait quelque chose à fabriquer, comme on fabrique un moule dans lequel on tente de faire entrer une pâte informe, le réel et ses habitantes. L'utopie devrait pouvoir être appliquée sur une réalité retorse, et si elle n'est pas applicable et réalisable, eh bien, par conséquent, elle ne sert à rien. Voilà l'avis malheureusement trop bien partagé et qui n'a de cesse de réduire la puissance du concept. Et pourtant, comme le dit la politologue Lucy Sargison, l'exploration des alternatives est un processus de transformation en soi. D'un côté, nous nous accordons sur notre besoin d'utopie, mais celles qu'on nous offre sont des utopies marketées, smartisées. De l'autre, dans les récits de la littérature ou du cinéma, nous n'avons que des dystopies à nous mettre sous la dent. Autant dire que l'on meurt de faim. C'est qu'il est plus aisé d'exacerber quelques traits abjects de notre réalité que d'inventer des projections sociales et politiques radicalement nouvelles.
Ou, pour les dire avec les fameux mots de Fredric Jameson, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Il nous faut retrouver toute la puissance de l'utopie, sa force subversive, il nous faut répondre à ce désir d'utopie, à cet appétit qui nous creuse le ventre et nous donne envie de regarder plus loin que ce qui se présente comme inéluctable, et de rejouer sans cesse ce geste politique. Sortir la tête hors de l'eau croupissante et voir ces autres mondes, ces mondes autres. Pour agir, il faut oser imaginer. Et comme l'écrit la philosophe Hannah Arendt à propos de l'acteur politique, je la cite, « Il dit ce qu'il n'est pas parce qu'il veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il veut changer le monde. Il tire parti de l'indéniable affinité de notre capacité d'agir, de changer la réalité, avec cette mystérieuse faculté que nous avons qui nous permet de dire « le soleil brille quand il pleut des hallebardes ». Il n'y a pas d'action politique sans imagination et, tirant un peu plus loin, il n'y a pas d'action politique sans utopie. L'utopie radicale est le nom de la transformation et de notre société et surtout de notre façon de la percevoir, de la comprendre et d'agir dessus. L'utopie radicale n'est pas la recette du meilleur gouvernement, ni même la promesse des lendemains qui chantent, bien qu'elle joue avec ses conceptions. Elle est appétit, désir d'autrement, brèche dans le tissu du réel. L'esprit utopique, grâce à sa capacité à produire des images qui ne sont pas réelles, offre au réel des spatialités qu'il pourra investir par la suite pour muter ou pour se réparer contre tout ce qui se veut indépassable. Le recours à un imaginaire débridé pour penser les choses politiques peut sembler paradoxal, puisque cela fait bien longtemps qu'on tente de rejeter l'utopie sous couvert qu'elle n'est que vain rêve, chimère, illusion, inutile, etc., etc. L'argument le plus efficace que les défenseurs de l'utopie aient trouvé pour la légitimer est de dire qu'elle est justement réalisable, réaliste, plausible, faisable, concrète, utile pour la pensée du futur comme du présent. Bref, on a eu de cesse de montrer la puissance de transformation de l'utopie en la liant aussi étroitement que possible au réel qu'elle visait à transformer, jusqu'à la sortir complètement de la fiction en faisant un programme à appliquer. Et pourtant, ma conviction est que pour rendre l'utopie opérante politiquement, il faut aussi détricoter ce lien féroce et tenace entre utopie et réalisation future. Dire que la puissance de l'utopie ne tient pas à son applicabilité ne revient pas à dire qu'elle n'est pas liée au réel, dont elle fournit toujours par ailleurs une critique audacieuse par de multiples détours. Non, c'est bien plutôt retrouver une radicalité de l'utopie dans sa capacité à défaire les attentes, les cadres, les normes, et cette radicalité n'a pas besoin d'être réalisée, d'être inscrite dans le réel pour être tout aussi puissante et effective. C'est dans ses délires les plus fous qu'elle est déjà légitimée, là où il n'y a que liberté et égalité. N'étant plus emprisonnée dans cette nécessité de légitimation qu'est sa réalisation possible, l'utopie radicale peut travailler à ouvrir nos horizons. Sans entrer dans les détails anthropologiques de l'hypothèse Sapir-Whorf, concentrons-nous sur ce qui importe ici, à savoir la fiction, la science-fiction et l'utopie. Notre vision du monde est influencée par la langue que nous parlons. Notre vision du monde et avec elle notre façon d'être au monde, d'habiter le monde, est donc influencée par les images que nous projetons. Or, si nous ne projetons, faute du langage adéquat, que des images négatives de destruction, d'apocalypse, de colonisation, de domination, d'aliénation, d'anéantissement, d'oppression, d'ordre totalitaire, d'ordre normatif, d'exclusion, d'éradication, etc., en somme des images dystopiques, alors notre façon d'être au monde n'a pas d'autre solution que d'être aliénée, normée, négative, dystopique. D'où la nécessité extrême d'inventer d'autres langues, de projeter d'autres images que celles du répertoire dystopique. Inventer d'autres langues ne signifie pas pousser des gémissements et cliquetis comme le prédateur, nifelé comme l'alien. Inventer d'autres langues signifie complexifier notre rapport aux mots, aux images, pour que les images ainsi projetées soient vectrices de liberté. Il s'agit d'imaginer, de conceptualiser des pratiques langagières, théoriques, qui défient les normes, les idées convenues, les ordres. Des pratiques qui font des trous, des brèches,
qui ouvre des portes, qui pense la perspective plutôt que la couture, la proximité plutôt que le conflit. Pour le dire avec les mots de Donna Haraway, "It matters what story tells story, which thought thinks thought. It matters what world, worlds, world." Que veut dire la philosophe par ces mots mystérieux? Ce qui importe, c'est, premièrement, ce qui est dit, c'est-à-dire le contenu du récit, le contenu des idées, le contenu du monde. Mais deuxièmement, ce qui importe également, c'est comment ces récits, ces idées, ces mondes sont dits, sont pensés, sont présentés. C'est-à-dire leur forme. Si nous revenons aux blockbusters, par exemple, leur contenu est en résumé, nous, les Occidentaux, ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous ne sommes pas le haut de la chaîne alimentaire, il y a plus ou moins évolué, plus fort que nous dans la galaxie. Réflexions et constats qui sont en soi assez intéressants. Mais que nous dit la forme de ces films? La forme nous dit que le destin de l'humanité est entre les mains des Occidentaux, les États-Unis. Et le combat pour la survie de l'humanité devient en fait une apologie de l'armée. Ces représentations font aussi un aveu assez cynique que l'Occident a cette peur persistante d'être à son tour colonisé. À cela s'ajoute que ce sont des films qui sont exclusivement faits du point de vue d'un homme blanc, militaire, et cela ne manque pas d'influer sur le récit qui est montré. De ce point de vue, Premier Contact dénote puisque nous suivons le point de vue d'une femme, certes blanche elle aussi, mais scientifique et en plus non pas issue des sciences dures et sérieuses comme la physique ou les maths, mais issue de la linguistique. Donc oui, nous avons besoin de nouvelles langues, de nouvelles façons d'appréhender le monde, de le voir et d'en ouvrir les perspectives. Voilà où se trouve l'utopie. Dès son invention par Thomas More en 1516, l'utopie est le royaume de l'ambivalence. Le terme lui-même signifie en grec à la fois le non-lieu et le bon-lieu. Et dans ce texte, le juriste anglais dépeint sa société contemporaine, puis un voyage, et enfin la découverte d'une île où la justice et l'équité règnent. Mais cette île est introuvable sur une carte. Thomas More ne cesse de brouiller les frontières entre réel et fiction, entre littérature et traité politique, à grands coups d'ironie et de critique acerbe de son temps. Que l'on ne s'y trompe pas, l'utopie n'est pas la simple description de cette société où le bonheur de toutes et tous est garanti, ni même le programme pour transformer cette réalité-ci. En somme, l'utopie n'a pas nécessairement vocation à être un mode d'emploi à appliquer sur la réalité. Sa puissance et sa richesse sont tout autres. Mais de la longue tradition que Thomas More a initiée il y a 500 ans, l'utopie a toujours été frappée par les attaques de ceux qui se qualifient cyniquement de pragmatiques. Ceux-là pour qui la réalité est indépassable, ceux-là pour qui rien ne sert de rêver à d'autres mondes, à d'autres façons d'être au monde, ceux-là pour qui l'utopie n'est qu'une illusion dangereuse et à qui Margaret Thatcher a offert le triste slogan de « There is no alternative », ceux-là qui sont l'incarnation de l'ordre établi, de la norme, de l'ordre mondial et du capitalisme, ceux-là ont en fait bien trop conscience de la puissance subversive d'une pareille forme de pensée. Mieux de cet état d'esprit révolutionnaire qui consiste à inventer des mondes plus justes, plus joyeux, tout en gardant un œil critique rivé sur ce rivage triste et ravagé qu'est l'ici et maintenant. Car l'utopie est bien ceci, un voyage incessant entre cet ailleurs enchanteur, ce demain émancipateur et notre présent, entre la fiction, le possible, le pas encore là, comme dirait Ernst Bloch, et la réalité, entre ce qui est et ce qui pourrait être. C'est un voyage entre l'invention de nouveaux modes de vie et la compréhension des forces en jeu dans ce monde-ci. On n'abandonne pas le réel pour l'utopie. L'upotie, je ne l'avais jamais faite celle-là, pourtant l'utopie nous invite à mettre en mouvement, en voyage, notre réel. Le chemin est radicalement différent. Ou pour le dire avec les mots de l'auteur d'Archéologie du futur, Frederick Jameson, on ne peut imaginer de changement fondamental dans notre existence sociale qui n'ait d'abord projeté des visions utopiques comme une comète des étincelles. On comprend dès lors l'importance d'imaginer ces comètes utopiques. Politiquement, car elles guident les luttes pour l'émancipation, parce qu'elles permettent d'imaginer des mondes communs libérés de l'aliénation.
Philosophiquement également, car elles sont une invitation à sortir des carcans et du conformisme, à chercher de nouvelles façons de percevoir le ou les mondes. Comme le disait Ursula Le Guin lorsqu'elle a reçu la Medal for Distinguished Contribution to American Letters en 2014, je la cite, « Des temps difficiles s'annoncent où nous aurons besoin de la voix d'écrivains qui peuvent voir des alternatives à notre vie actuelle et percer à jour notre société en proie à la peur avec ses technologies obsessionnelles, voir d'autres façons d'être et même imaginer de véritables motifs d'espoir. Nous aurons besoin d'écrivains capables de se souvenir de la liberté, des poètes, des visionnaires, les réalistes d'une réalité plus vaste. Nous avons besoin d'air, nous avons besoin d'être responsables, et pour ça, il nous faut sortir de nos souliers de plomb. Il faut l'audace de l'imagination, qu'importe que les images produites soient impossibles. Sait-on jamais, la Terre fut un jour plate et le centre de l'univers, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les impossibles ont tendance à devenir possibles. » Donc un dernier extrait. Pour être radical, l'utopie doit être excès. L'utopie doit être appétit. Mais pas de cet appétit dévoreur de monde qui caractérise la modernité, plutôt l'appétit lévinassien qui s'incarne dans le désir d'altérité, le pour autrui, le désirable, qui ne comble pas mon désir, mais le creuse, me nourrissant en quelque manière de nouvelles fins. L'utopie est processus et non progrès. Elle n'est pas fin, elle est fin et dépassement, recherche de l'au-delà, qui n'a rien ici de mystique ou de métaphysique, mais qui est au contraire une quête politique. Elle n'est pas la rationalisation des espaces sauvages, ni l'ordonnancement des êtres qui les peuplent. Avec notre créature, il s'agit moins de reconstruire un ordre clos que de déchaîner sans frein les élans joyeux du désir, un désir productif de vivre ensemble, qui ne passe plus d'abord par le respect d'obligations et de règles. Elle n'est pas un huis clos. Elle est un anti-l'enfer, c'est les autres. Elle est anarchique au sens où elle se déploie en dehors de toute pensée de l'autorité, du principe anarché. Elle déambule en proie à une détermination radicale, voire à un vertige qui exige de penser sous le signe de l'interrogation et non sous celui de la certitude. Cela pourrait paraître paradoxal concernant l'utopie, tant on y est comme ce modèle froid et raisonné à appliquer telle une lotion magique sur le réel retors. Mais c'est au prix de cette transformation conceptuelle que l'on peut retrouver du politique, du conflit et de l'altérité, et lutter radicalement contre la dégénérescence de ce monde. L'utopie est vertige, justement parce que sa puissance réside bien plus dans sa capacité à sans cesse poser les questions dérangeantes qu'à apporter des réponses. Elle n'est pas un planning pour organiser, commander, harmoniser la vie, que ce soit celle d'une société dans sa totalité ou de l'intérieur de son chez-soi. Elle est l'état d'esprit qui bouleverse la normalité. De ce point de vue-là, il est donc bien moins important ou intéressant de se demander comment on arrive à l'utopie, par quels outils humains, politiques, environnementaux ou technologiques, que de voir quel monde et quelle façon d'être au monde peuvent se développer et s'expérimenter dans ces lieux qui n'en sont pas, dans ces non-lieux qui sont bons. C'est ici qu'on retrouve la science et la fiction de la science-fiction. Et c'est ici que nous rencontrons les membres de l'équipage du vaisseau spatial Discovery. Il faut de l'envergure pour mettre en mots et en images les rêves du collectif. Pour paraphraser Fredric Jameson, même si la totalité sociale est irreprésentable, et si elle ne doit pas l'être, il convient malgré tout, avec l'aide de l'utopie radicale, d'en tracer les lignes et formes. Bref, d'exprimer ce type d'état d'esprit utopique
qui est déclinable selon les thématiques et problèmes qui nous habitent. La question boussole restant toujours, cela est-il émancipatoire? Avec l'utopie radicale, il faut accepter de prendre des risques et de se laisser surprendre. Par exemple, il s'agit de prendre le risque de penser l'utopie, non pas comme un plan surplombant, nous avons vu pour quelles raisons cela se révèle dangereux, mais comme une force de frappe radicale, ni globale, ni totale, ni mondiale, mais bien vaste et impliquée. L'utopie radicale nous force à penser à une échelle qui allie local et galaxie. S'adressant à tout le monde et concernant toutes les formes, choses, sujets qui font nos sociétés, nos mondes, l'utopie radicale ne saurait être un îlot. C'est un océan. Utopie radicale, toujours en excès, sauvage et indomptable, qui ne veut se satisfaire de rien et dont la faisabilité est le moindre de ses soucis. Utopie radicale qui trouvera dans la science-fiction les matières premières nécessaires à ces transformations, mutations et évolutions, en somme à ces aventures terrestres et galactiques. Voilà une autre voie qui permettrait de développer nos imaginaires de l'émancipation, de constituer des communautés politiques et de déployer des mondes en excès qui sont autant de façons de lutter contre des systèmes injustes, violents et oppressifs. Non en se focalisant sur le platane que nous allons nous prendre et que nous nous prenons dans la figure, mais en pensant au-delà du platane.